Bonjour tout le monde. La dernière fois, on s'est arrêté sur l'affaire des otages et on s'est promis cette fois-ci de prendre un autre phénomène, celui de Shakir al-Absi, ou ce qu'on a appelé Fatah al-Islam, pour démontrer comment un régime comme le régime syrien jonglait avec l'affaire du terrorisme pour influencer telle ou telle situation. Avant d'entreprendre ça, j'aimerais corriger une date par rapport à la dernière fois, à la dernière causerie où je parlais de l'assassinat de Anwar Sadat en Égypte. Ça doit être en 81 au lieu de 77 parce que j'étais pris par la commémoration de l'assassinat de Kamal Jumblat récemment. Bon, donc vous m'excusez et vous corrigerez ça. Pour ce qui est de l'affaire des otages, tout ce qu'on a retenu la dernière fois, c'était pour ça que j'ai illustré cette affaire-là. C'est pas pour faire de l'anecdotique, c'est pour dire que il y a des régimes arabes, ici notamment c'est la Syrie, dans d'autres régions c'est le Yémen de Ali Abdullah Saleh, dans d'autres c'est Sadat, c'est Moubarak, etc., où le régime joue un go-between entre un acte terroriste, un commanditaire et les Américains ou les Européens. C'était ça l'idée derrière ça, la sagesse, pourquoi on a parlé des otages. Et on a vu que effectivement les otages, ça se passait à Beyrouth et non pas à Damas, l'enlèvement. Le commanditaire était iranien. Le go-between, le médiateur, est syrien. Voilà, en gros. Et cette fois-ci, on va prendre un autre exemple. Il y en a des multiples exemples. On doit se limiter. On ne va pas passer notre vie à raconter ce qui s'est passé pendant 30 ans. L'affaire de Shakir al-Absi, cette affaire-là remonte à 2005-2006, exactement. Il s'agit d'un Palestinien qui était en prison en Syrie. On va voir de quoi il était inculpé, et qui a été libéré par le président syrien et envoyé au Liban pour justement créer un nouveau mouvement qui s'appelle Fatah al-Islam, qui prendrait la relève de ce qu'on a appelé dans le temps Fatah al-Intifada. Ça complique un peu la scène, mais j'essaie d'expliquer petit à petit, une à une. D'abord, Shakir al-Absi, pourquoi il nous intéresse et quel rapport il a avec l'État islamique. Il nous intéresse parce qu'il était en prison. D'abord, c'est un officier syrien du Fatah. On reprend toujours les ex-Fatah qu'on retrouve ailleurs, soit dans Hezbollah, soit chez le régime syrien, et qui ont des fonctions précises dans la lutte. C'est que lui, il était en prison parce qu'il était impliqué, apparemment. C'était un aviateur du Fatah qui a fait ses études en Libye et qui était contestataire contre Arafat. Donc il avait des affinités politiques avec le Fatah al-Intifada, sans être membre de Fatah al-Intifada. Et il avait des affinités surtout politiques religieuses.
c'est ce qui fait sa distance par rapport à Fatah al-Intifada de Abu Khalid al-Amli et d'Abu Moussa. On en revient d'ailleurs tout à l'heure. Il était accusé en Jordanie d'avoir participé à une opération contre un diplomate américain en Jordanie et en coopération avec Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui était son responsable. Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui est d'origine jordanienne, est le responsable à l'époque de Al-Qaïda en Irak. Et il était responsable et de Shakir al-Absi et de Abu Bakr al-Baghdadi, le fameux califat de l'État islamique actuel, qui est en fuite on ne sait pas où dans la bataille de Mossoul. Et qui, de son vrai nom, c'est Ibrahim Ali al-Husayni al-Qurashi, c'est-à-dire descendant du prophète apparemment, ou c'est ce qu'il prétend. Et donc, c'est pour ça que Shakir al-Absi nous intéresse. Il était en prison en Syrie, mais pourquoi Bachar al-Assad l'a libéré? On sait comment il fonctionne, le régime syrien, c'est-à-dire il retient des gens, terroristes ou autres, en attendant le moment de les vendre à quelqu'un qui paye le prix. C'est comme ça qu'il a fait avec Carlos dans le temps, qu'il a fait avec Ali Ojlan, qu'il a vendu à la Turquie, etc. Le Kurde. Bon. Et donc, le moment de Absi est venu en 2005-2006. Après le départ de l'armée syrienne qui était obligée de quitter le Liban sous la pression de ce qu'on a appelé à l'époque la révolution du Cèdre, le régime syrien essayait de maîtriser la carte qui est supposée prendre la relève de l'armée syrienne, à savoir l'armée libanaise. D'où il envoie Shakir al-Absi pour justement jouer cette carte, c'est-à-dire de commettre des actes contre l'armée libanaise, mener une vraie guerre contre l'armée libanaise, et en même temps jouer la carte, changer de slogan au sein du Nahr al-Barid qui est au nord du pays. Au lieu de Fatah al-Intifada, sur les locaux, on mettait Fatah al-Islam. C'est nouveau, ça. C'est crié la veille, quoi. C'est pour la cause, quoi. Donc, ça a duré, cette affaire, c'est-à-dire il a commis des massacres, Shakir al-Absi, contre l'armée libanaise. Le Hezbollah, à l'époque, a dit qu'il y a des lignes rouges, c'est-à-dire l'armée libanaise n'a pas le droit de rentrer en Nahr al-Barid. C'est comme si on protégeait Shakir al-Absi. Après 5-6 mois de combat, finalement, les Syriens, lorsque la bataille s'est engagée entre l'Absi et l'armée libanaise, a proposé à l'armée libanaise de leur donner des munitions. Quelqu'un m'a dit à l'époque, oui, c'est service après livraison, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme quoi, eux, ils n'ont rien à foutre avec l'affaire d'Absi, ils sont là pour aider l'armée libanaise, alors que c'est eux qui l'ont envoyé là. Et entre-temps, l'Absi, après 5-6 mois où l'armée libanaise a finalement pu rentrer au camp de Barid, il s'est évaporé, comme par hasard. Le chef de l'armée à l'époque, Michel Sleiman, qui est devenu président de la République à l'époque, a sorti un communiqué disant que les renseignements syriens n'ont rien à voir avec Shakir al-Absi. On ne sait pas qui avait fait le coup et on ne sait pas quels journaux il avait lu à l'époque. Mais ça lui a valu d'être élu président après. Et on apprend par la suite que Shakir al-Absi se trouve en Syrie
de Barid et il est récupéré en Syrie. Et finalement, il est mort dans des conditions très vagues en Syrie en 2008, c'est-à-dire une affaire de 2 ans. Dans ce genre d'affaires, on tue les témoins parce que il connaît trop, quoi. Au même titre que Abu Khaled al-Amli, qui est rentré en prison, il est mort sous la torture dans les prisons syriennes. Abu Khaled et Abu Moussa, c'était 2 officiers du Fatah qui ont fait scission avec Arafat en 1982 suite à l'invasion israélienne du Liban, croyant que Arafat, qui a choisi à l'époque d'aller en Égypte et par la suite en Tunisie, donc il a choisi le traître Sadat, alors que eux, ils ont choisi leur exil au pays de la Moumana'a de Hafiz al-Assad. À l'époque, on parle de 82. Croyant que le régime syrien va leur donner la possibilité de libérer la Palestine à partir du Golan, il se faisait des illusions, ou bien à partir du sud Liban. Et on a vu qu'au sud Liban était réservé déjà, après le départ de l'OLP, à l'Iran, qui était aux premières loges, avec l'autorisation syrienne. Ce n'est pas les Syriens qui faisaient la guerre, mais qui donnaient l'autorisation à Hezbollah de faire la guerre à partir du Liban à leur place. Eux, ils négocient ça politiquement avec les Américains. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Alors, on essaye la prochaine fois de compléter le tableau, puisque là, on s'approche de Al-Baghdad et de l'État islamique, pour parler de la naissance de cet État islamique en coopération justement avec les renseignements syriens au départ. C'est ce qui va étonner les médias occidentaux surtout, qui n'arrêtent pas de nous dire il y a l'État islamique d'une part et Bachar al-Assad d'autre part, aucun lien entre les deux. On va voir le lien la prochaine fois. Merci.